Merci, je pense que c'était le bon mot pour passer à la suite, puisque on va passer à la partie effectivement plus technique. On va apprendre un peu plus sur le programme qui a été aussi derrière l'idée de cette journée. Donc Antoine Courtin, qui va nous rejoindre aussi avec Christian Mazet. Antoine est responsable de la cellule d'ingénierie documentaire du département des études et de la recherche de l'INHA, qui accompagne entre autres les travaux des différents domaines de l'Institut. Avec une formation en histoire de l'art, il est aussi diplômé des nouvelles technologies appliquées aux sciences historiques à l'École nationale des chartes. Et il va nous présenter le programme avec Christian, qui a déjà été présenté ce matin. Je pense que tout le monde le connaît maintenant pour le rôle qu'il joue ici sur l'histoire des collections archéologiques et antiques. Et nous sommes très très curieux de connaître plus sur ce programme. Merci. Donc à nous de conclure par donc cette présentation de la base de données du répertoire des ventes d'antiques, état de la recherche et nouveaux enjeux numériques. Les recherches menées au sein du programme répertoire des ventes d'antiques en France au XIXe siècle prennent la forme d'une base de données qui a été mise en ligne en 2014 sur Agora, la plateforme de base de données de l'INHA, et qui continue à être implémentée. Avec Antoine, nous allons vous présenter brièvement, pour conclure cette session, un état des lieux de la base, les sources utilisées et notre méthodologie, sa structure. Et bon, je n'aurai pas le temps de montrer quelques exemples de cas concrets, j'irai très vite, de son utilisation et les nouvelles perspectives. On va s'intéresser surtout aux nouvelles perspectives du programme, ce sera la partie d'Antoine, sur les apports de la montée de version sur laquelle travaille notre cellule d'ingénierie informatique, la réalisation d'une data visualisation interactive visant à l'éditorialisation scientifique numérique des données et d'autres exploitations des données de la base, et enfin notre nouveau carnet de recherche sur hypothèse.org. Un programme dense, et on va essayer d'être rapide. Donc, commençons par l'état des lieux. Il faut savoir que le programme se fonde sur deux sources principales. Tout d'abord, les cahiers d'Iplautine, on en a beaucoup parlé. C'est une source importante pour tout historien des vases antiques, qui consiste en 22 cahiers manuscrits conservés au département des antiquités grecques, étrusques et romaines du musée du Louvre, et sont de véritables journaux de bord où Nicolas Plautine, connu notamment pour être l'auteur de 3 fascicules du Corpus Vasorum Antiquorum du Louvre et 1 du Petit Palais, a méticuleusement consigné dans 11 d'entre eux son travail de dépouillement des catalogues de vente de vases antiques du XIXe siècle au début du XXe siècle, avec de nombreuses identifications des œuvres dans les collections du Louvre, des musées de région et étrangers, ou dans les écrits du XIXe siècle. Il a ainsi pu réunir des lots et attribuer des origines archéologiques oubliées ou erronées que nous reprenons dans nos travaux sur le répertoire des ventes. Ces recherches préliminaires sur Nicolas Plautine sont complétées par le dépouillement des procès-verbaux des ventes aux enchères conservés aux archives de la ville de Paris. Vous les avez aussi vus énormément aujourd'hui. Véritables documents juridiques de transactions qui contiennent les indications cruciales sur les conditions des ventes, leurs protagonistes, commissaires-priseurs, experts, les lieux, parfois les raisons de la vente et surtout les acheteurs et les prix associés aux ventes de lots, qui parfois font défaut dans les catalogues de vente annotés. Des éléments cruciaux donc. Ces procès-verbaux mentionnent aussi d'autres objets qui ne sont pas mentionnés dans les catalogues de vente annotés, nous permettant ainsi d'enrichir nos connaissances sur les collections vendues. Et les minutes des deux importants commissaires-priseurs de la première moitié du XIXe siècle ont été dépouillées, celles de Bonnefond de Lavial et Lenormand de Villeneuve. Aujourd'hui, les travaux sont avancés pour une bonne partie de la première moitié du XIXe siècle. 32 ventes ont été saisies sur 129 recensées. Et il s'agit entre autres de l'intégralité des ventes Canino, Mainvielle-Faudor, Lenoir, Réville, Beugnot, Magnoncourt, Dubois, Piot, ainsi qu'une partie déjà assez conséquente de la grande vente Durand de 1836. Magnifique. À partir de quelques cas concrets, je vais maintenant vous montrer très brièvement comment fonctionne la base Agora actuelle. En fait, on accède par la recherche, comme dans une base de données normale, par la recherche simple ou la recherche experte, à une fiche individuelle correspondante à la vente. C'est notice vente. Je vous en montre la structure ici. On ne va pas avoir le temps de vous montrer des exemples qui nous donnent toutes les informations qui lui sont relatives,
notamment le lieu, le vendeur, le commissaire-priseur, l'expert, les statistiques du catalogue, de la vente et des PV, et une bibliographie sur la vente. On accède par cette fiche aux notices, et des tables qui lui sont reliées et dont les données s'entrecroisent. En effet, la base de données, Agora, elle s'articule selon une logique d'accès par le dépouillement qui est structurante et qui fait s'interagir plusieurs facettes ou tables. Voilà. Donc les tables qui correspondent à la vente, comme je vous ai dit, les tables qui correspondent aux notices des ventes de l'eau, les tables qui correspondent aux notices des transactions qui sont liées à ces notices de vente de l'eau, et les œuvres identifiées ou encore non localisées. Toutes ces tables et ces données qui ont été rentrées sont aussi sont liées aux fiches des personnes et des organismes qui sont les acteurs de ces ventes et que l'on peut interroger dans les différentes tables. Demander l'accès. Ah. On va essayer jusqu'au bout. Je savais. Alors, ça j'aurais dû mettre sur ton compte. Votre demande d'accès a été envoyée. Alors on est très bien préparé, vous voyez. Oui, donc ici je voulais vous montrer un exemple d'accès direct à la numérisation de ces cahiers Plautine qui nous servent énormément, car dans la version actuelle de la base, un autre accès est possible pour étudier en ligne donc c'est des cahiers qui peuvent être accédés par la fiche personne de Nicolas Plautine, mais dans la version actuelle de la base, un autre accès est possible pour étudier en ligne ces 11 cahiers Plautine qui ont été numérisés par... Ça a marché, je pense. Par la fiche... Pardon pour ce contretemps. Ça marche. Attends, comment tu l'as fait déjà? Je suis paumé. Ah. Voilà. Par donc la page des onglets des ouvrages numérisés, cahier Plautine, et pour chaque cahier une table des matières. Pourquoi ça marche? Si, pour chaque cahier une table des matières. Donc voilà, cahier par titre. Pour chaque cahier, une table des matières est mise à disposition et elle retranscrit précisément les titres des catalogues de vente dépouillés par Nicolas Plautine, mais aussi ses notes de lecture d'ouvrages et d'articles relatives à l'étude des vases grecs. On y trouve aussi les notes et ses leçons de grec et des commentaires également d'écrits scientifiques et littéraires qui scandent son travail sur l'histoire des collections de vases. Et on peut les afficher en grand et feuilleter la numérisation pour travailler dessus. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je vais le faire au micro. Christian a présenté donc actuellement l'état des bases de données dans Agora. Là, je vais prendre la parole une dizaine de minutes pour évoquer trois choses qui sont en cours à la cellule d'ingénierie documentaire. À savoir la question de la montée de version d'Agora. Agora est une base de données qui existe, qui a été mise en ligne il y a déjà quelques années. Et actuellement, sans pour autant faire une refonte structurelle qui sera engagée cette année, nous avons décidé de faire une montée de version qui va permettre, on va dire, d'améliorer certains comportements d'Agora actuellement. Donc je vais vous demander par contre de ne pas vous formaliser par rapport à la couleur et à certains éléments de l'interface. Nous sommes encore en plein work in progress comme je l'indique, car normalement ce sera publié d'ici un mois et demi.
Donc il faudra une certaine, une certaine indulgence de votre côté. Là, c'est juste pour vous montrer un petit peu la différence de l'interface par rapport à l'actuelle pour ceux qui la connaissent et ceux qui l'ont déjà un petit peu pratiquée. Et là, on va pouvoir faire donc une recherche vente Magny-en-Cours. L'import de cette montée de version, en plus du détail, ergonomique, c'est de pouvoir jouer sur les différents filtres, de montrer également, et ça, je vais mettre une pause pour faire un point sur Agora qui est important, qui montre que Agora est une base de données qui est collaborative dans différents programmes de recherche. Et donc là, on voit qu'une même requête va pouvoir appeler des réponses, des notices qui ont été rédigées ou complétées, parce que les notices sont fédérées, sont à un seul endroit, mais peuvent être complétées par différents programmes de recherche. Et donc là, on voit qu'il y a des réponses qui et également d'autres programmes de recherche, histoire des vases grecs, rien d'étonnant, et imagerie grecque classique, encore là, rien d'étonnant. Donc c'est assez logique. Donc ça, c'est aussi un point important d'Agora, c'est que les notices produites dans différents programmes de recherche enrichissent les autres programmes. Donc voilà, on va pouvoir filtrer sur différents éléments, les types d'œuvres, donc là on voit 200 résultats. J'ai pris la vente Magny-en-Cours parce qu'on va voir que la vente Magny-en-Cours sera aussi au centre de notre expérimentation sous une forme de data visualisation interactive. Et là je montre aussi ce qu'a évoqué Christian sur la différence entre les ventes de lots et les ventes. Ce sont deux notices différentes. On a la notice de vente générale, la vente Magny-en-Cours de 1839, et ensuite la possibilité de voir tous les objets liés à la vente et toutes les ventes de lots. Donc les ventes de lots, c'est là où il y aura toutes les informations, notamment de prix, de transactions entre c'est un tel qui l'a vendu et c'est un tel qui l'a acheté à tel prix. Donc voilà un petit peu là aussi, bien entendu toutes ces facettes sont dynamiques et se jouent entre elles, et donc on va pouvoir par les lieux de découverte, les lieux de conservation, les lieux de création, jouer comme ça pour filtrer et pour actualiser les informations qui sont au centre de la page et de consulter la notice à la fin d'Agora. Et donc là, on va y passer, mais c'est un peu le même principe que pour les cahiers Plautine que a montré Christian, de pouvoir accéder directement à la numérisation du cahier Plautine. Donc il y a aussi d'autres petites choses qui vont être améliorées, la possibilité aussi d'avoir des URL ARC. Alors tout ça, ça vous paraît peut-être un petit peu abscon, mais c'est d'avoir des URL pérennes. Lorsque vous pouvez accéder dans vos publications, on va dire garantir une certaine pérennisation de l'accès à l'information via ces systèmes de gestion de ARC. Donc voilà un petit peu aussi, on voulait quand même vous montrer un peu en avant-première, avec, je vous redemande la prudence par rapport à la couleur, le jaune, de cette montée de version qui va vraiment être bénéfique au programme de recherche, notamment par les filtres. L'autre point, on s'est posé la question on a appelé le terme d'éditorialisation scientifique numérique des données de la recherche. On s'est posé la question avec Cécile de voir ce qu'il était possible de faire et donc de voir autrement les données qui sont issues de cette base de données qui peut paraître un peu abscon parfois. C'est une base de données très riche, Christian l'a indiqué, avec une structure de table assez complexe, mais on va voir que par la complexité et la richesse des données qui ont été saisies dans la base, ce que nous appelons la mise en données de l'histoire, va nous permettre de l'exploiter de manière différente. Et donc on s'est dit, on va essayer de la voir autrement, cette donnée. On va essayer d'avoir une approche éditoriale pour que les chercheurs puissent importer un discours sur ces données, alors que là, dans la base de données, on est très sur les données factuelles. Et on va essayer d'expérimenter quelque chose de nouveau, de mettre aussi, ça c'est un point, on le verra dans la data visualisation, de mettre en avant, ou en tout cas de visualiser le work in progress de la recherche, de montrer que l'état de la connaissance sur les objets est en cours de progression. Et donc ça aussi c'est un point qui est important dans la visualisation qu'on va vous montrer. Et donc tout ça c'est vraiment pour capitaliser l'énorme travail qui a été effectué de dépouillement et de mise en données de l'histoire dans cette base de données. Donc nous avons réalisé cette data visualisation. Je tiens donc à remercier toute l'équipe et également à la société qui nous a accompagnés, We Do Data. Il y a une personne dans la salle, je remercie d'être venu,
qui, dans un délai très très court, je me permets de souligner que nous avons fait cela en 1 mois et demi de temps sur les chapeaux de roue avec un objectif de vous présenter quelque chose, de faire cette data visualisation. Alors les termes de data visualisation, info-visualisation, tout ça c'est des termes un peu à la mode. Donc je vais faire exprès de rester encore assez flou, mais pour moi c'est vraiment l'ensemble des techniques, comme je l'indique, de représentation graphique et d'exploration visuelle des données qui permet de traduire un ensemble de données en informations plus décisifs pour l'œil, pour l'humain. Donc l'idée c'est de faire parler les données brutes, même si brut est un terme un petit peu à revoir, traduire un important corpus de manière visuelle. On verra que là, nous avons fait juste un test sur un tout petit corpus, mais l'objectif, c'est de l'élargir à l'ensemble des objets issus des catalogues de vente. Et donc, il y a aussi cette question de la traduction d'un important corpus. Et là, je rejoins tout à fait la question des numismates qui ont un corpus encore plus énorme. Et donc, de synthétiser les enjeux essentiels de ce même corpus. Alors comment on a travaillé, et ça c'est un point aussi important, on a travaillé pendant un temps assez court de manière très itérative et on voit que finalement lorsqu'on se dit on va essayer de traduire des données sous une forme visuelle, on va finalement tout le temps revenir à la donnée pour la corriger, la peaufiner. Ah, j'ai besoin de ça parce que ce qui est important, c'est de montrer que, je ne sais pas, que l'acteur qui a intervenu dans cette vente est une personne étrangère. Ah, mais il faut rajouter l'information de nationalité. On va pouvoir comme ça faire des va-et-vient entre la donnée et l'information qu'on souhaite véhiculer. Et donc, on a fait un important travail aussi d'export et d'automatisation du traitement pour facilement enrichir régulièrement cette data visualisation. Vous inquiétez pas, je vais vous la montrer après. Nous avons toujours dans l'idée de quels sont les éléments qu'on souhaite faire remonter. 3 portes d'entrée ont été décidées, donc bien entendu avec l'ensemble de l'équipe. La question de la circulation des objets passés en vente. Donc ce qu'on nous a appelé, ce que j'ai appelé, pour être tout à fait honnête, les parcours de vie d'un objet antique, entre le lieu de découverte, le lieu de fabrication, le lieu de découverte, les lieux des ventes où il est passé et le lieu de conservation actuel. Et 2 autres portes d'entrée vont être mis en place, mais là pour le temps très court, nous ne l'avons pas encore mis en place. À la fois la question de notion d'acteurs et des réseaux, et la notion de l'aspect économique des ventes, avec un petit peu des études, avec toutes les précautions qui ont été aussi un petit peu évoquées, mais d'avoir une sorte de porte d'entrée par cet aspect-là. Donc pour le moment, nous avons fait un focus uniquement sur la vente Magnan-Court. Donc 233 objets, la vente Magnan-Court de 1839, mais on a également rattaché toutes les ventes dans lesquelles les objets qui sont passés en vente Magnan-Court sont passés dans d'autres ventes. Donc c'est la vente Magnan-Court, l'autre corpus initial, mais finalement on a d'autres ventes qui sont abordées dans la data visualisation. Alors, en vrai, quand même, je vais vous montrer en vidéo un petit peu les choses. Donc voilà un petit peu en vrai comment ça fonctionne. On va avoir donc une page d'utilisation à somme toute assez classique. On va avoir les 3 portes d'entrée que nous allons voir dans Explorer les données. Un premier qui est toutes les œuvres, qui est finalement une sorte de dashboard où vous allez pouvoir faire une sorte de micro-moteur de recherche simplifié. Là aussi c'est un point important. Ça ne se substitue pas à la base de données. C'est que les recherches complexes se font dans la base de données, on va dire métier. Et là, c'est une autre forme d'exploration. Donc, toutes les œuvres qui vont permettre d'accéder ensuite au parcours de vie des objets, les acteurs et ensuite la valeur. Et comme vous le marquez, ce sera bientôt disponible. Donc, dans toutes les œuvres, lorsque nous accédons à l'accès de toutes les œuvres, si ça fonctionne, je vais peut-être laisser un peu de temps, voilà, pour parler. Nous arrivons donc, voilà, donc il n'y a rien de très innovant dans le sens, ce sont des choses qui se reposent aussi sur des usages assez classiques, avec une grille comme cela d'objets, où on a aussi fait un important effort sur la question de l'illustration des objets, avec des différents filtres sur les ventes. Donc on peut filtrer par les ventes, on peut filtrer par le type d'objet, la matière, avec les filtres. Également, donc là on voit les différentes ventes. C'est pourquoi on voit différentes ventes qui sont apparues, parce que même si c'est la vente Magnan-Court, si un objet est passé dans une autre vente, elle apparaît également ici. Les types, les matières, et ainsi de suite.
On voit également, je suis un peu trop rapide par rapport à ma vidéo, l'autre point aussi important sur les tris, donc sur la valeur de la bannière vente, pour voir, moi en question de néophyte, la première question que je me suis posée, quel est le vase le plus cher? Donc tout de suite j'ai regardé si c'était ce secrétaire en calice, voilà, complètement naïf. L'autre point qui est important sur la question de l'état de la connaissance est indiquer que la data visualisation permet de montrer le work in progress de la recherche. Et donc vous voyez sur chaque petite cartelle, ici, vous voyez de manière visuelle l'état de la connaissance sur cet objet. Et donc là, on vous explique, alors il a fallu faire des choix sur comment on donne un critère de l'état des connaissances d'un objet. Mais au moins l'idée, c'est voilà, de montrer finalement l'état des connaissances de l'objet. Et finalement, ce qui sera intéressant, c'est amusez-vous à utiliser le filtre inverse de l'état des connaissances pour montrer quels sont les objets dont on ne connaît rien. Et on vous invite à donner les infos si vous en avez. Donc voilà, ça c'était aussi vraiment un point important de montrer, de visualiser, on va dire, l'effort qui arrive comme ça au fur et à mesure de la recherche. On a un moteur de recherche, somme toute assez classique, qui permet de voir éventuellement ici tous les péliquets. Donc, une fois qu'on a fait cette petite chose, on va pouvoir également voir son parcours et rentrer donc dans cette première porte d'entrée que nous avons développée. Ça me permet de faire une parenthèse sur découvrir une histoire. C'est une petite sélection purement éditoriale d'une dizaine d'œuvres au parcours dit atypique pour mettre des focus sur quelques objets. Là encore, on est sur une approche d'éditorialisation de la donnée. Et on peut donc basculer sur voir son parcours. Donc, voir son parcours, je pense que je peux laisser tourner. Ça s'articule de manière assez simple avec une zone de cartel ici à droite, deux frises temporelles, parce que c'est une vraie problématique en visualisation de données. Comment visualiser des moments de vie sur une tranche temporelle aussi énorme que moins 700, et je ne parle pas encore des objets égyptologiques qui vont bientôt arriver, jusque des lieux de conservation qui ont acquis l'objet en 1940-1950. Donc c'est pour ça qu'en fonction à l'endroit de l'étape sur laquelle on est, on va avoir ces deux frises temporelles qui vont s'animer. On a aussi un point important pour essayer aussi d'avoir peut-être approché un autre public. On a mis des petits tooltips comme ça qui permet d'indiquer des petites choses, de dire par exemple que les fameux peintres de Niobe ou le peintre B32, peut-être que pour des personnes qui explorent la base et qui ne sont pas des spécialistes, ça étonne. Donc on essaye aussi d'ajouter des informations comme ça pour expliciter. Et là, on va pouvoir... par le scroll ou par action sur la carte, pouvoir faire des sauts de puce entre les différentes étapes, la création, la découverte, les ventes. Donc, bien entendu, là, il ne s'agit qu'une seule porte d'entrée, je suis un peu long, dans les portes d'entrée des objets, et bien entendu, lorsque la partie vente et la partie acteur, dont vous voyez ici les noms, sera activée, on pourra bien entendu de passer d'une porte d'entrée à une autre et d'articuler ces trois éléments ensemble. Là, bien entendu, on ne le voit que par une seule porte d'entrée, mais il faut vraiment voir cela dans son ensemble. Nous l'espérons au mois de mai. Un point aussi très important, c'est qu'il faut savoir que tout ça derrière n'existerait pas s'il n'y avait pas les données dans Agora, si les données n'avaient pas été structurées dans des champs spécifiques. Ce n'est pas magique. Donc c'est pour ça qu'on fait également un renvoi vers la notice complète, parce que là encore c'est un choix de voilà ce qu'on a voulu mettre, afficher, éditorialiser comme information qui selon nous est décisif. Et après, pour ceux qui veulent creuser, ils vont dans la base, on va dire, métier. Les successions de ventes, on voit qu'un objet peut avoir plusieurs ventes, donc c'est pour ça qu'il y a un système de rayons. Il y a certains objets qui ont 4 ou 5 ventes, et qu'on peut comme ça également intervenir sur la carte pour naviguer entre les ventes qu'a subi n'est peut-être pas le bon terme, l'objet, en tout cas de laquelle l'objet est passé en vente.
Et là, des petites informations contextuelles pour suivre et pour accéder à la base de données. Voilà pour la data visualisation. C'est en ligne depuis ce matin. Je vous invite à relever l'adresse qui est assez peu originale mais qui explique bien, ventedantique.inha.fr. L'autre point que je voulais aborder, c'est question de l'exploitation de ces bases de données. On voit bien que ces bases de données sont encore, on va dire, dans la prison, entre guillemets, de logiciels propriétaires. Donc là, on travaille à une refonte structurelle, mais ça demande du temps. Et donc, on essaye d'expérimenter des choses, on va dire, palliatives pour finalement se poser la question de comment reverser les données que nous accumulons sur des objets de collection qui ne sont pas les nôtres, qui sont des objets de collection de d'autres institutions. Donc finalement, on est dans une approche donnant-donnant. Pour cela, j'ai essayé, de manière assez pragmatique et peut-être un peu naïve, de m'interroger sur Wikidata. On y reviendra, pour utiliser Wikidata comme un lieu, comme une plateforme qui va permettre d'interconnecter des jeux de données de différentes institutions. Là, je prends l'exemple d'un plat, d'une coupe, d'une magnifique coupe au Metropolitan Museum. Et si on voit dans leur base de collection, dans le champ provenance, nous n'avons pas forcément grand-chose et nous n'avons pas les informations sur ces différentes ventes. Alors que nous, ça c'est la deuxième dans Agora, là vous voyez Agora dans la deuxième slide, nous avons dans notre champ provenance et dans le champ événement les achats de qui l'a acheté, à quel moment, à quel prix. L'idée c'est de se dire, est-ce que ce serait bien qu'au Metropolitan Museum, une personne qui va sur le Metropolitan Museum puisse voir les informations que nous avons récoltées, que nous avons saisies dans la base de données, parce que peut-être que le spécialiste ou le chercheur près aux États-Unis ne connaît pas Agora. Je ne lui en voudrais pas. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est de ne pas attendre à ce que les personnes viennent sur notre plateforme pour consulter nos données, mais c'est de plutôt essayer de disséminer nos données pour se dire que si une personne voit la donnée qu'on a fait dans le programme de recherche ailleurs que dans Agora, ce n'est pas forcément grave. L'idée, c'est d'enrichir la connaissance des objets. Et donc là, vous voyez une présentation d'une interface de visualisation des données de Wikidata. On pourra y revenir, je vois un spécialiste dans la salle qui pourra éventuellement revenir là-dessus. Mais naïvement, sur là vous voyez cette notice dans cette base de données. Et là, selon la couleur, finalement, le orange, ce sont les informations que nous, à INHA, nous avons pushées dans la base de données Wikidata. Alors que ce qui est en vert, et là vous voyez les lieux de conservation, l'ID du Metropolitan Object et également l'image. Je me permets d'évoquer là-dessus la question de l'ouverture des images, qui est une vraie problématique dans le milieu de la recherche, et le Metropolitan Museum a fait l'effort de mettre en CC0 l'ensemble de ces images, et il y a beaucoup d'images qui se trouvent dans Wikimedia Commons, et finalement, pourquoi j'ai essayé de faire ça? Parce que je me suis rendu compte que la fiche de cette coupe et l'image étaient déjà dans Wikidata, parce que le Metropolitan avait déjà fait cet effort, ou des contributeurs de Wikidata avaient déjà fait l'effort d'éditer cette première notice. Et donc, nous, on s'est dit, on va essayer de plugger, on va dire, nos données d'Agora dans ces notices illustrées. Alors, sans entrer dans les détails, ce qui est intéressant aussi, et je vais juste montrer, alors c'est en tout petit en haut à gauche, que l'effort et l'intérêt de Wikidata, c'est que c'est des informations qui sont sourçables. Donc là, il faut me faire confiance pour ceux qui sont loin de la salle. C'est que dès qu'on envoie une déclaration pour dire que tel objet a été, par exemple, acheté par un tel, ce tel jour pour 512 francs, on doit, en tout cas, c'est l'objectif et la rigueur que je me suis obligé à respecter, c'est d'indiquer qui l'a dit, donc l'Institut national d'histoire de l'art, l'URL de la notice dans laquelle on a l'information,
et la date où on a fourni l'information. Donc c'était assez important pour nous de sourcer tout le temps d'où viennent l'information, comme ça les personnes qui vont voir les données dans Wikidata savent, entre guillemets, qui a dit quoi sur qui, sur quand, en somme. J'étais un peu trop long et je termine avec Christian. Eh ben, on en vient à la fin de cette présentation et je vous présente ici. Donc, on a eu la volonté en même temps que de proposer cette data visualisation de vous présenter le nouveau carnet de recherche sur la plateforme hypothèse.org du programme du domaine, du programme répertoire des ventes d'antiques, que nous ouvrons à la lecture dès aujourd'hui. Et donc nous avons commencé à l'implémenter, qui servira à éditorialiser certaines données, certaines recherches menées au sein du programme depuis maintenant quelques années. Nous avons choisi donc une base assez simple pour un blog, pour un carnet de recherche hypothèse, donc des rubriques sur certaines ventes, certains collectionneurs, des œuvres particulières avec un parcours particulier, des notions. Je vous montre par exemple pour les notices collectionneurs un article, voilà, sur une des rares femmes qui collectionnent dans la première moitié du 19e siècle dans la région napolitaine, Mainvielle-Fodor, Joséphine Mainvielle-Fodor, qui était cantatrice. Également des billets de méthodologie, donc ici un point qui reprend la communication 2014 de Martine de Noyelles sur les cahiers Plautine en ligne sur Agora et la redécouverte de ce savant méconnu. Également des rubriques sur les énigmes, les données qu'il reste à explorer. Dans ce carnet de recherche, il y aura aussi des accès à la base, des accès sur les ressources, notamment sur des informations sur les archives des commissaires-priseurs, des archives de la ville de Paris, ou encore sur les catalogues de vente, un accès directement au cahier Plautine et sur les ressources de la bibliothèque de l'INHA notamment. Également un onglet sur les événements pour vous montrer les manifestations qui se dérouleront autour du programme. Et nous en avons fini. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Je suis extrêmement enthousiaste effectivement par la manière dont vous abordez cette question de la base de données. Je pense que c'est très très important et c'est ce qui nous a manqué aussi, je pense, par le passé, en fait, dans l'élaboration et la conception de ces bases. C'est-à-dire qu'une fois qu'on les a et qu'on n'est plus en communication avec les gens qui les ont créés, on a du mal à comprendre ce qu'il y a exactement dedans. C'est un peu black box depuis l'extérieur et on ne sait pas toujours ce qu'on doit y aller chercher. Et souvent, il y a des richesses qui se perdent du coup. Et les accompagner avec ce double approche me semble tout à fait essentiel. La connexion, je pense, entre ces bases de données est, à mon sens aussi, l'enjeu principal qu'on a actuellement, en fait, pour travailler avec ça, pour l'histoire des collections, qui sont par essence des choses dispersées dans le monde entier. Et si on n'arrive pas à connecter ces différentes bases de données, on aura produit beaucoup d'informations pas pour rien, mais on n'exploite pas la richesse qu'il y a derrière. Et je pense que pour ces questions de provenance, cette approche-là me paraît très important. Je pense que ce serait aussi intéressant de regarder du côté de ce qui fait le groupe Research Base au British Museum à Londres, qui travaille exactement sur la même problématique par rapport aux collections en Angleterre et à l'idée de trouver une interface qui permet d'interroger toutes ces bases de données des musées en même temps. Et c'est aussi un enjeu je pense, pour sortir d'une approche trop élitaire de ces bases de données, de les rendre plus accessibles à un public plus large. Et ça me semble aussi essentiel pour justifier également le prix extrêmement important qu'ont ces bases. Donc voilà, je suis très, très, très contente et j'ai hâte de l'utiliser. Je suis
triste que ça n'a pas existé pour ma thèse, mais c'est comme ça. Le monde avance. Et je voudrais, je sais pas, est-ce qu'on prend quand même un peu de temps pour des questions? Je sais qu'on est arrivé normalement. Mais après, on descend prendre un pot en bas, on peut continuer aussi. Voilà, donc on dit qu'on posera des questions en direct aux différentes présentateurs de cet après-midi qui tous les trois. Et je suis vraiment un peu frustrée de ne pas pouvoir revenir dans un dialogue avec tous les trois. Mais peut-être, oui, effectivement, si quelqu'un a une question brûlante à poser à la collectivité avant qu'on descende trouver un cadre plus intime. Juste une question, comment vous choisissez ce qui est une vente d'antique et ce qui n'est pas? Je laisse. Alors, on a pris une vente très représentative qui était rentrée dans le programme. Et de manière générale, dans le programme, en effet, on est parti de la sommité qui est le LERT pour définir les ventes d'antiques, donc ce répertoire des ventes imprimées par Fritz Lert, qui recensait les antiques. Et ensuite, on les a complétés par nos propres recherches. Mais toute vente qui est susceptible d'avoir un objet antique est entrée ou a vocation à être entrée dans ce répertoire. Donc pas forcément que les ventes comme la vente Magnancourt, il y a énormément de vases grecs, de bronze, et toutes les ventes. Nekine ? C'est un peu plus simple dans la première moitié du 19e siècle. On a des grands ensembles constitués à la micro qui qui- rappelaient moins un petit peu. Et une chose aussi, c'est que justement, on a commencé ainsi pour traiter des objets que l'on essaie justement. Soit c'est d'élargir aussi, et dans certaines ventes, on a pu prendre en compte qu'il y avait des objets des Égyptiens. C'était bien cette ouverture, parce qu'on peut poursuivre effectivement pour maintenant recenser des ventes de manière exhaustive et aussi prendre en compte d'autres éléments extérieurs et voir si la base fonctionne, si les informations fonctionnent, si les collectionneurs se partagent. C'était un peu une question, on va voir si c'est la question de la perméabilité des sphères et est-ce que dans la connaissance que nous allons aborder par la suite, dans le milieu centralisé, dans ces différences qu'il y a d'étages, est-ce que, enfin cet étage, exemple, l'étage noble, est-ce que vous voyez, on peut percevoir, sentir le mouvement qu'il y aurait de collectionneurs qui passent de vente spécialisée à une autre vente qui est moins, cette circulation à l'intérieur de l'euro. Il faut allumer les micros. Il y a un petit... Oui, il y a celui-là qui marche aussi. Celui-là, il marche aussi. Christian? Il marche celui-là. Je crois quand même, enfin, ce que je vois, c'est que les marchands, quand on travaille sur les archives des marchands, c'est très évident qu'ils font, enfin, moi je travaille par exemple sur le fonds Boban, où il est décrit comme un américaniste, en fait il vend du préhistorique, enfin il vend tout ce qui se vend, enfin, c'est assez, voilà, avec des spécialités liées quand même aux rencontres qu'il peut faire, aux voyages, etc. Mais donc j'ai l'impression que du côté des marchands, des commissaires-priseurs et des experts, c'est très indistinct quand même. Enfin, il y a un marché de la curiosité, il y a un marché de la peinture, il y a des grandes familles comme ça, mais dans la curiosité, il y a de l'ancien, il y a de l'antiquité, il y a du chinois, voilà. Et après, chez les collectionneurs, j'ai plutôt l'impression que c'est des cycles je sais plus, c'était évoqué plusieurs fois aujourd'hui, mais des cycles de vie, voilà, où pendant 15 ans on fait dans le grec, et puis à un moment on revend, on passe à autre chose. Enfin, mais du coup, je pense qu'il y a la question du temps et la question des réseaux et qui se croisent effectivement pour faire qu'il y a il peut y avoir un effet de spécialité, genre voilà, on parlait de feu ardent, l'impression que c'est le spécialiste. En fait, on le retrouve dans plein d'autres ventes et voilà. Donc oui, je pense que c'est plus perméable. Ouais. Avec aussi des collectionneurs qui se démarquent par aussi leur souci d'exhaustivité, parce qu'il y a certains cas quand même particuliers
qui achètent de tout, qui se spécialisent autant en antiquité qu'en estampes, comme on nous l'a montré, ou en curiosité de tout genre. Donc, Est-ce qu'il y a une dernière question dans la salle? Je voulais poser juste une question pour la numismatique. Les faux, la place des faux dans tous ces catalogues de vente, finalement, on étudie les monnaies sans les voir. Et les faux, alors, ça passe pas, ça se décèle? Oui, il y en a dans tous les catalogues de vente, il y en a dans toutes nos collections. Tous notre armoire des faux qui est plus ou moins honteuse, où on sort des choses, on y remet des choses. Et dans les catalogues de vente, il y a des faux et souvent, d'ailleurs, c'est assez amusant, c'est assez informel. Ça a longtemps été une sorte de jeu de luxe. On sait très bien quand il y a des lots nouveaux qui arrivent sur le marché et c'est la rumeur, c'est qu'on sait, il y a un trésor, il y a un trésor, il y a un trésor. Et c'est souvent avec ces rumeurs informelles qu'on voit apparaître des trucs qui se mêlent aux vraies monnaies du vrai trésor. Donc oui, il y a des faux, il y aura toujours, tant qu'il y aura des gens pour acheter des monnaies, il y aura des vraies monnaies et des fausses monnaies. Bon, je pense que, sauf si Cécile, est-ce que, non. On va clore la séance et on se retrouve donc en bas dans la... c'est en salle Abbey-Warburg, et Ah, donc c'est la salle qui est à côté de la rotonde de la galerie Colbert. Un buffet et du vin vous attendent. Et on vous remercie beaucoup au nom des 3 organisateurs et toute l'équipe.